Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le divorce confirmé entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel. Lors de leur premier sommet, les chefs d'État putschistes du Niger, Burkina Faso et du Mali ont décidé de franchir une nouvelle étape et de devenir une confédération. Nous en parlons dès le début de ce journal. À la une aussi, vers la fin de l'accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda concernant les migrants, c'est l'annonce du tout nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer. Réaction au Rwanda à suivre dans cette édition. Et notre invité de ce soir est un artiste et un architecte de renommée internationale qui vient de participer à la construction de nouvelles résidences étudiantes à l'Université de Dakar. Alioune Bey était notre invité. Avec lui, on a parlé aussi d'une architecture africaine nouvelle, résiliente et écologique. D'alliance à confédération, les chefs des juntes du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont décidé de franchir une nouvelle étape dans leur union. Ils ont voulu, lors de leur tout premier sommet, confirmer leur divorce d'avec la CEDEAO, l'organisation régionale qu'ils jugent instrumentalisée par la France. Clémence Valère. Ils sont réunis pour la première fois au même endroit pour une annonce. Les trois chefs de junte maliennes, nigériennes et burkinabés déclarent qu'ils transforment leur alliance des États du Sahel en confédération. C'est un sommet où ce sont des États qui ont décidé désormais de fédérer leur énergie, de fédérer leurs forces pour créer une alliance pour leur développement, sans aucune partie prenante étrangère, sans aucune aussi contrepartie des puissances qui ont l'habitude de nous régenter. Entre 2020 et 2023, les trois pays ont vu des militaires prendre le pouvoir. Argument avancé pour justifier leurs actes, une lutte contre l'influence de la France, ainsi que la situation sécuritaire précaire dans leurs territoires respectifs. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger font face depuis des années à des violences djihadistes meurtrières, en particulier dans les zones frontalières. Suite au coup au Niger en 2023, la CEDEAO avait alors pris de lourdes sanctions économiques contre le régime et menacé d'intervenir militairement. Les sanctions ont depuis été levées en février, mais les relations restent glaciales. De leur côté, les représentants des trois régimes se sont concertés pour créer leur alliance en septembre 2023, puis quitter la CEDEAO 4 mois plus tard. Ils accusent l'organisation régionale d'être inféodée à la France, ancienne puissance coloniale. L'AES constitue le seul regroupement sous-régional efficient dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la CEDEAO ayant brillé par son déficit d'implication dans cette lutte. Quel avenir pour cette confédération ? Les trois dirigeants sont attendus à Abuja ce dimanche pour discuter des relations bilatérales avec les dirigeants de la CEDEAO. Et on passe à cette déclaration choc du tout nouveau Premier ministre britannique. Keir Starmer a déclaré que le projet de renvoi des migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda était, je cite, mort et enterré avant même de commencer. Quelle est la réaction des pouvoirs rwandais? Élément de réponse avec notre correspondant Clément Diroma. Des centaines de migrants expulsés du Royaume-Uni devaient arriver cette année ici au Rwanda. C'était la promesse des conservateurs britanniques, mais finalement, aucun demandeur d'asile n'arrivera jusqu'à Kigali. Le nouveau Premier ministre du parti travailliste, Keir Starmer, fraîchement élu, veut annuler le projet. Souvenez-vous, la première signature d'accord entre les deux pays date d'avril 2022, mais le McGrand Deal était en fait en échec depuis 2 ans. Des recours juridiques au Royaume-Uni et en Europe ont toujours empêché l'envoi de migrants vers le Rwanda. Et l'élection du parti travailliste au pouvoir outre-Manche signe le coup de grâce pour cet accord très controversé, critiqué par l'ONU et de nombreuses ONG. Kigali a déjà reçu plus de 300 millions d'euros des Britanniques pour préparer l'accueil et les infrastructures. Les médias anglais se demandent aujourd'hui si un remboursement est possible. En début d'année, le président Paul Kagame avait sous-entendu, après une question à la volée de la BBC, que l'argent pourrait être rendu, mais sa porte-parole avait ensuite précisé que le gouvernement n'avait pas d'obligation. Selon l'accord, les autorités rwandaises n'ont pas encore réagi à la déclaration de Starmer et disent attendre une communication officielle de Londres. On vous en a parlé ce vendredi, et bien cette fois c'est officiel, alors que depuis des mois, la communauté internationale met en doute les capacités du Soudan du Sud à organiser les premières élections de son histoire. Les autorités viennent d'annoncer une date. Le scrutin aura lieu le 22 décembre, mais tous les problèmes d'organisation ne sont pour autant pas réglés. À Nairobi, notre correspondant Bastien Renouy nous en dit plus.
C'est une première étape de franchie dans une longue course d'obstacles. Pour la première fois de son histoire, le plus jeune pays du monde va enfin organiser des élections générales le 22 décembre prochain. Des élections auraient dû avoir lieu en 2015, mais à cause du conflit entre Salva Kiir, le président, et Riek Machar, le vice-président, elles n'ont jamais pu être organisées. Alors, une première étape, mais l'ONU s'inquiète tout de même des retards qui ont été pris par la commission responsable de l'organisation des élections. Il n'y a toujours pas de liste d'électeurs, on ne sait toujours pas comment ces élections seront organisées. Et puis, il n'y a toujours pas de constitution permanente au Soudan du Sud. Et justement, en ce moment même, il y a des négociations de paix entre des groupes rebelles non signataires des accords de 2018 entre Salva Kiir et Riek Machar qui discutent avec le gouvernement sud-soudanais ici à Nairobi. Et ces groupes rebelles demandent à ce qu'une nouvelle constitution commence à être écrite ici à Nairobi. Eh bien, hier soir, le gouvernement sud-soudanais leur a fait parvenir une fin de non-recevoir. Le Soudan du Sud est un pays souverain. Le gouvernement ne voit pas pourquoi ces négociations devraient avoir lieu ailleurs qu'à Djouba. Or, les partis d'opposition, les groupes rebelles disent craindre pour leur sécurité s'ils se rendent à Djouba pour ces négociations. Des partis d'opposition qui demandent notamment à être intégrés à la commission électorale pour s'assurer que les élections soient libres et indépendantes. Eh bien, pour l'instant, le gouvernement ne semble pas prêt à leur accorder cela. Une escale au Sénégal dans la très réputée École des Sables de la Grande Germaine Acogny, une véritable institution internationale de la danse, lion d'or de la Biennale de Venise en 2021. Et avec son école, elle forme des danseurs venus du monde entier. Ce vendredi, un spectacle de restitution de la formation Africa Diaspora a eu lieu. Et cette formation vise à promouvoir les compétences des artistes africains de la diaspora, 25 nationalités, tout en initiant un dialogue permanent entre les différentes cultures du continent. On écoute les deux co-directeurs artistiques de l'École des Sables. C'est que nous avons un continent riche en culture, un continent riche en savoir, un continent riche de ces gens qui sont partis ailleurs et qui se sont recréés de choses, réformés des choses et réimaginer des choses. Donc c'est une opportunité de monter cette richesse-là au monde entier. Un continent et une diaspora riche qui ont des choses à dire et qui ont des choses à faire. Et c'est pour aussi montrer l'excellence de notre art. Et que l'art est de l'excellence et qu'on peut dire des choses fortes et faire des choses fortes et vivre de l'art aussi. Allez, on passe à notre invité de ce samedi soir qui nous permet de nous intéresser à l'architecture africaine avec un artiste à la renommée internationale en tant que photographe, mais qui est un architecte depuis 14 ans. Et il vient de nous parler justement de sa participation à la réalisation du campus de l'Université de Dakar à l'UNB. Merci beaucoup d'être dans le Journal de l'Afrique. C'est un plaisir de vous recevoir. Un plaisir partagé. Alors, parlons de ce projet en collaboration avec Ardel Le Bihan, car peu de gens le savent. Avant d'être un photographe très connu à l'échelle mondiale, vous êtes un architecte et vous pratiquez d'ailleurs depuis plus de 14 ans. Parlez-nous justement de ce projet que vous avez fait avec ce cabinet à l'Université de Dakar. Alors, le projet de l'Université de Dakar, c'était donc avec le cabinet Ardel Le Bihan. Et ma mission dans ce projet, c'était d'articuler les façades. Donc du coup, on est parti sur vraiment l'ADN, l'identité culturelle du bâtiment. Et on s'est inspiré des peuples en fait africains de cette région africaine, Dogon, Akan, etc. Et donc vous prouvez donc on voit les images derrière nous, justement que c'est possible de faire une architecture africaine moderne en puisant dans les racines traditionnelles africaines, en fait, c'est ça? Oui, absolument. Je pense que déjà que les arts entre eux dialoguent. Et il est même possible de puiser l'ADN dans une musique, de la transformer en bâtiment. Ça se faisait déjà dans l'architecture classique à l'époque. Il y a des résonances entre l'architecture classique et la musique classique. Et on peut faire de même, en fait, avec tout ce qui touche à la culture. Et alors, dites-nous, parce que c'est un sujet, plus largement, l'architecture sur le continent africain, l'explosion démographique, justement, qui arrive avec une demande croissante de logements. Il faut construire des villes africaines de demain, donc il faut faire vite. Et la crise écologique nous pousse à nous poser des questions, justement, sur l'alternative d'utiliser les matériaux, notamment le béton, par exemple. Même si c'est efficace et que ça est utilisé, on voit que ce n'est pas, c'est énergivore et que c'est polluant, justement. Quelles sont les alternatives africaines qu'on peut trouver pour avoir des bâtiments plus sûrs et, du coup, qui reflètent plus, peut-être, l'identité africaine? Alors, j'aime bien dire que l'Afrique n'est pas en train de se moderniser.
Ça, c'est déjà fait. C'est plutôt le monde qui est en train de s'africaniser. Et ce que je veux dire par là, je vais prendre par exemple le réchauffement climatique. Le monde aujourd'hui a des difficultés que l'Afrique, en fait, a toujours éprouvées. Et donc, du coup, à travers ces difficultés, en fait, comment on construisait avant, toutes les réponses étaient déjà là. Donc, il y a un retour en arrière avec des techniques modernes qu'on utilise aujourd'hui. Donc, en fait, on construit avec de la terre crue, on construit avec des roseaux qu'on appelle des tifas broyés, qu'on mélange à la terre crue pour augmenter, en fait, l'inertie thermique, phonique. Et voilà, il y a plein d'astuces qui sont là à apporter. Comment c'est fait? C'est fait avec de l'argile, le bâtiment, Alors, par exemple? ce bâtiment en particulier, il a été fait en terre cuite. Donc, mais par contre, on a utilisé plusieurs stratégies écologiques, dont la ventilation, des doubles toitures, de la végétation. Et en fait, même à midi, en fait, le bâtiment est très, très frais. Donc, en fait, ça, c'est des mouchards. Pourquoi il n'y en a pas plus? Pourquoi il n'y en a pas plus sur le continent, en fait? C'est ça qu'on se demande. Est-ce que c'est plus cher véritablement à faire que les autres bâtiments? C'est peut-être légèrement plus cher, mais c'est très très vite rentable. En fait, le retour sur investissement se fait même en 1 an, 2 ans, pas plus. Donc du coup, c'est pas forcément plus cher sur le long terme. Et ça dépend aussi de comment construire, parce qu'on peut même trouver la terre sur son site. Après, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes qui le font. Tout le monde s'est tourné vers le béton, et aujourd'hui, on sait très bien que c'est pas la solution. Mais justement, pour pouvoir généraliser ça, il y a aussi une question de normes aussi à l'échelle du continent. On voit qu'il y a des bâtiments sauvages, clairement, qui sont construits un peu n'importe comment, n'importe où. Comment on fait justement pour régler ce problème-là qui est problématique? Parce que s'en suivent des drames, justement, des bâtiments s'effondrent, des gens meurent à cause de ça. Comment on fait? Alors là, je dirais que c'est plus un manque de règles, d'indiscipline, mais pour régler ce problème, je dirais qu'il faut absolument revenir à la base de travailler avec des architectes. Et en fait, en ce moment, rien qu'au Sénégal, je parle pour le Sénégal, moins de 7% des bâtiments sont construits par des architectes. Ouais. Et ça, c'est un réel problème. Bah oui, mais justement, les gens vous diront que c'est une question de moyens, finalement. C'est à cause d'un... Parce que trouver un architecte et l'employer, c'est cher. Est-ce que ça aussi, on peut trouver un moyen de construire? C'est cher. En fait, on fait beaucoup plus d'économies avec un architecte. Les erreurs architecturales coûtent plus cher que de travailler avec un architecte. Au final, pour moi, c'est ce que je dis toujours aux gens, en fait. Et c'est ce qui se passe tout le temps. Quand les gens ne veulent pas travailler avec des architectes, soit des bâtiments s'écroulent, soit au final, en fait, ils dépensent plus d'argent parce qu'en fait, ils sont livrés à eux-mêmes. Alors, est-ce que vous, en tant qu'architecte, et aussi plus largement d'autres architectes africains, il y a une vraie prise de conscience aussi de remettre au goût du jour les techniques africaines, justement, pour permettre à ce qu'il y ait des bâtiments qui soient plus en conformité avec, justement, les traditions africaines, mais aussi le climat et l'écologie? Parce que, évidemment, vous parliez de ça, mais c'est un enjeu aussi sur le continent africain. Oui, alors donc ça fait maintenant depuis 2007 que je travaille avec un groupe de constructeurs, d'architectes, dont Élémentaire au Sénégal. Et il y avait toute une vocation de pouvoir rendre ces techniques et ces méthodes disponibles en fait à la population. Et donc l'idée, c'était pas de faire de l'argent à travers ces compagnies, mais plutôt de pouvoir avoir plus d'industries, plus d'usines de géobéton voir le jour au Sénégal. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc, quand on a commencé, on était les seuls. C'était vraiment les pionniers. Et aujourd'hui, je pense qu'on est environ à 8 usines de terre crue. Et je pense que ça va continuer de grandir. En fait, il y a une réelle prise de conscience des nouvelles générations. Et je pense qu'en fait, c'est ça. En fait, c'est un changement d'approche, de vision, en fait, de mentalité, tout. Ouais. Et donc, il faut un peu de temps, évidemment, pour qu'on puisse... que ce soit plus efficace. Alors... Vous êtes aussi un artiste, évidemment. On vous connaît pour vos photos absolument incroyables. Je vous incite à aller voir sur son site internet pour voir justement le travail qu'il fait à l'UNB. Quels sont vos projets artistiques? Parce qu'on a l'impression que rien ne vous arrête. En ce moment, j'ai une nouvelle série de photographie qui va bientôt sortir. Et j'ai aussi... je travaille aussi sur un court-métrage, en fait. Donc, du coup, un film bientôt.
un court-métrage. Donc, vous viendrez nous en parler sur France 24 ? Avec grand plaisir. Ça sera notre plaisir. Merci beaucoup à l'UNIV d'être venu sur France 24. Et pour finir, un mot de cyclisme pour vous dire que l'Érythréen Binam Girmay vient de remporter sa 2e victoire dans l'édition 2024 du Tour de France. Il s'impose au sprint lors de la 8e étape ce samedi à Colombey, les 2 églises. Et c'est le Slovène Tadej Pogačar, voilà, qui conserve son maillot jaune de leader au classement général. Voilà. C'est ainsi que nous refermons notre édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, et en particulier de Dakar à Paris, en passant justement par Padova. Restez avec nous, car l'actualité continue sur France 24.